un point également très important, c'est que, et ça c'est assez ignoré, et on a plusieurs cas importants sur ces sujets, payer des prestataires qui sont à l'étranger, vous pouvez être redressé. Si vous n'avez pas une cession de droit par écrite qui a été fournie, livrée, ne vous appartient pas. Alors ouais, j'ai une demande de remboursement, de droit de rétractation. La première question qu'on leur demande, c'est quel est ton infoproduit? Ils me disent, bah oui, je coach des entrepreneurs. Bah ok, bah très bien. Déjà, bonne chose à savoir, vos clients n'ont pas de droit de rétractation puisque... Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'un avocat émérite, Henri de la Motte Rouge, qui est parmi nous aujourd'hui pour nous parler de droit et de droit appliqué à l'entrepreneuriat, à l'infoprenariat notamment. On parlera aussi d'IA, de comment ça impacte aujourd'hui le métier de l'avocat, sachant que Henri et son cabinet ont une spécialisation dans l'infoprenariat et dans l'accompagnement, en tout cas dans les business dans le domaine du digital et du web. Merci Henri d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cédric, bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Je pense qu'on va faire un moment très intéressant pour ton audience et j'aurai plaisir à partager un maximum de choses. Merci Henri, et on aura quelques anecdotes intéressantes qui pourront potentiellement vous donner des exemples de choses qu'il faut éviter de faire. Et c'est justement ce qu'on va traiter aujourd'hui. On va faire en sorte de parler de droit, mais de droit, on va dire, concret, avec des choses vraiment à mettre en place, des grosses erreurs à éviter, dans une approche, on va dire, 20-80, puisque moi, je dirais que d'une manière générale, je dirais que le défaut des avocats, de mon point de vue, tu me diras, Henri, si tu n'es pas d'accord avec moi, bien évidemment, c'est de avoir une surreprésentation des risques, sans prendre en compte forcément la probabilité de survenance. Et moi, en tant qu'entrepreneur et investisseur, surtout en tant qu'investisseur, c'est ce à quoi je suis attaché, c'est ok, il y a des risques, très bien. Quelle est la probabilité de survenance? Et donc, on est juste pour t'interrompre là-dessus, on est parfaitement en phase et évidemment la survenance du risque est un élément qu'on prend systématiquement en cause, puisque nous sommes aussi entrepreneurs, on expliquera pourquoi et comment, et puis parce que nous sommes aussi avocats plaidants et pas simplement avocats conseils, ce qui fait qu'en fait, au quotidien, on sait aussi les vrais enjeux juridiques, judiciaires et les vrais risques qui peuvent exister, évidemment, qu'on prend en considération toujours dans nos conseils. Tu fais bien de le préciser, je te remercie. Et effectivement, c'est là aussi une des raisons pour lesquelles je te fais intervenir sur ma chaîne. C'est la compétence qui est reconnue, qui est la tienne. Je précise aussi que Henri est membre de ma communauté Youmento depuis bientôt 1 an, me semble-t-il. Et d'une manière générale, je regroupe des gens dans ma communauté qui sont compétents, qui sont intelligents, qui ont de belles valeurs. Donc voilà, je suis heureux de pouvoir compter Henri parmi les membres. Et donc aujourd'hui, on va aller sur du concret, des éléments réellement utilisables, les choses sur lesquelles il faut que tout entrepreneur s'arrête un minimum pour effacer les risques les plus prépondérants au niveau de son business. Sachant que, comme tu viens de l'évoquer, vous êtes pour moi des avocats qui sont atypiques parce que souvent les avocats, les experts comptables, même potentiellement les notaires ont une approche très compétence orientée de leur activité et beaucoup moins entrepreneuriale. Et chose qui est, comme je disais, atypique par rapport à votre cabinet, c'est que vous avez une vraie approche entrepreneuriale avec notamment toute une partie de formation en ligne, de produits que vous proposez, on va dire en quelque sorte sur étagère, au-delà de votre activité de conseil. Qui plus est, vous êtes aussi investisseur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es dans ma communauté, puisqu'on s'intéresse activement, on est tous des entrepreneurs indépendants, et on s'intéresse aussi à l'investissement et puis au développement personnel. Et donc, vous êtes aussi un investisseur immobilier. Est-ce que tu veux bien nous parler rapidement de ton parcours, de ce que vous faites? Tu en as déjà donné quelques mots, mais qu'on puisse contextualiser où vous venez et puis aussi la géolocalisation de votre cabinet. Ok, alors moi je suis avocat au barreau de Paris depuis 12 ans. L'objectif qu'on poursuit, c'est de rendre l'excellence juridique accessible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aide les entreprises et les entrepreneurs à réduire leurs risques juridiques, à réduire
les litiges et à les traiter lorsqu'ils arrivent et à en limiter évidemment les impacts. Et pour ça, on a évidemment beaucoup de clients et notamment beaucoup de clients dans l'infoprenariat. On a mis en place, on a un cabinet. Je suis associé avec aussi Jean-Philippe Toiti, qui lui a une expertise vraiment en droit des affaires, contentieux commercial. Moi, je suis plus spécialisé dans tout ce qui est nouvelles technologies, propriété intellectuelle, Web 3, cybercriminalité. Et on a mis en place un cabinet vraiment avec une approche innovante de vraiment s'intéresser à l'expérience utilisateur pour que les clients se sentent extrêmement bien pris en charge et vraiment qu'ils aient un service à haute valeur ajoutée et qu'on puisse répondre à leurs problématiques vraiment dans une logique risque et entrepreneurial, ce dont on parlait tout à l'heure. En parallèle de ça, on a également monté InfoLawyers, qui est en quelque sorte la start-up du cabinet, la legal tech du cabinet, elle qui s'adresse aussi bien à des entrepreneurs débutants avec finalement l'accès à des modèles de documents juridiques associés à de la formation pour pouvoir monter en compétences sur le juridique, qui est une composante indispensable, un pilier du business, et également à des entrepreneurs plus avancés qui vont avoir accès finalement, grâce à notre solution bouclier 360, à un accompagnement vraiment 360 qui vise à réduire leurs risques, à avoir accès à tous nos modèles de contrat, à pouvoir nous appeler quand ils veulent par WhatsApp, à avoir la hotline dès qu'ils en ont besoin avec des avocats compétents de notre cabinet, experts encore une fois en entrepreneuriat du web, donc ils sont aussi bien experts sur des questions de fiscalité, sur des questions d'entrepreneuriat, sur des questions web, sur des questions aussi de droit immobilier. On a une associée qui est spécialisée en droit immobilier. Et voilà, donc ce bouclier 360, il est vraiment très intéressant parce qu'il permet aux entrepreneurs qui commencent à faire quand même pas mal de chiffre d'affaires, de développer vraiment leur activité de manière plus sereine et en étant sûr d'être protégés. D'ailleurs, je précise, alors on ne peut pas citer les noms, mais bon, voilà, oui. Je sais que vous travaillez avec des gens que je côtoie. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des personnes vraiment dans le top du milieu de l'infoprenariat en France. Voilà, quasiment toutes les têtes d'affiche, je dirais, vous travaillez avec. Et d'ailleurs, j'ai moi-même eu l'occasion de travailler avec vous et c'est sûr que ça arrivera encore. Donc, je peux aussi attester de la qualité du service rendu. Et puis, j'ai vraiment senti, c'était extrêmement appréciable parce que moi, je suis attaché à ça. Une vraie recherche d'efficience dans le conseil. Pas chercher du décorum pour du décorum, voilà, c'est vraiment straight to the point et on respecte à la fois le temps de l'entrepreneur et puis bien sûr vous valorisez votre temps et vous avez bien raison de le faire et donc là-dessus c'est vraiment une approche efficiente et dans un univers justement avec l'intelligence artificielle qui a émergé avec plein de choses que maintenant on peut générer automatiquement. Vous avez, je trouve, su vous adapter par rapport à ça. On pourra encore une fois en reparler en fin de vidéo. Mais voilà, un échange et une collaboration qui a été pleinement appréciée. Donc, on va attaquer notre première partie de cette vidéo sur les points de vigilance juridique dans le business. Donc, j'ai bien sûr prévu un ensemble de questions pour aborder ces points qui sont particulièrement importants pour les entrepreneurs, puisque on peut ignorer le droit pendant un temps, mais le risque. Le risque peut être de nous mettre à terre autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Donc l'objectif, c'est justement d'éliminer les plus gros risques. Et pour ça, ça va être la première question. Quels sont les principaux risques juridiques auxquels les entrepreneurs doivent être attentifs aujourd'hui? Alors évidemment, le risque fiscal est important. Je pense qu'il faut faire bien ce qu'il faut au niveau fiscal pour être conforme et pour être carré. Donc, traiter votre fiscalité permettra non seulement de gagner plus d'argent pour mieux le réinvestir, mais également de dormir beaucoup plus serein. Ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose qui est importante à mon sens et qui est trop souvent négligée, c'est l'importance de votre contrat
de vente du contrat, en fait, lorsque vous vendez vos services à vos clients, que vous ayez un SaaS, que vous soyez infopreneur, que vous vendez des coachings, de la consultation, que vous soyez consultant, ayez un bon contrat, parce qu'encore une fois, la plupart du temps, ce contrat, vous allez le signer, vous n'allez pas forcément le ressortir. Un bon contrat reste aussi, ça je le rappelle souvent, un élément de crédibilité et de professionnalisme lorsque vous entrez en relation avec un client. Donc ce sera perçu aussi de manière professionnelle. Mais également, un contrat va vous protéger. C'est-à-dire que si vous avez les bonnes clauses au sein de votre contrat, notamment des clauses limitatives de responsabilité qui plafonnent votre responsabilité, en cas de problème, en cas de difficulté, si vous ressortez le contrat, c'est-à-dire dans 10% des cas, voilà, on estime ce chiffre qui dit qu'on estime que il y a 10% des clients avec lesquels il peut y avoir une difficulté, vous êtes bien content d'avoir un contrat qui est bien rédigé, qui est solide, donc apporter de l'importance à la rédaction d'un bon contrat, ça c'est vraiment fondamental parce que quand vous le ressortez, vous êtes très content et derrière vos avocats sont encore plus contents parce qu'ils peuvent vous défendre adroitement. Qui dit un bon contrat dit une possibilité en cas d'impayé de recouvrir beaucoup plus facilement la créance, potentiellement en faisant soit une injonction de payer, soit un référé. Qui dit un bon contrat dit également un dossier solide qui fait que généralement on peut négocier et transiger plus facilement à l'amiable aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter l'importance à bâtir un solide contrat qui vous protège. Le troisième point, c'est souvent on a tendance à sous-estimer l'importance aussi d'avoir des bonnes relations contractuelles avec ces prestataires qui sont dans le monde du web bien souvent des freelances. Or, ces freelances, ils vont créer du contenu, ils vont créer de la propriété intellectuelle. Ça va parfois être des développeurs, ça va parfois être des rédacteurs web, des gens qui vont vous créer du contenu soumis à la propriété, des copywriters exactement. Donc ils vont créer du contenu. Si vous n'avez pas prévu de vous faire céder les droits, par exemple, ce qu'ils ont créé pour vous ne vous appartient pas. Et ça, c'est du vécu dans les dossiers. Donc, mettez bien des clauses de cession de droits. Autre point très important, il est intéressant de se constituer des équipes. Et si votre freelance travaille pour votre premier concurrent, c'est pas très agréable non plus si vous lui transmettez toutes vos stratégies. Si c'est par exemple un coach qui rend des services dans votre accompagnement, vous lui transmettez toute votre stratégie, tout votre savoir-faire et vous vous apercevez qu'il travaille pour un concurrent. Donc mettez également des clauses de non-concurrence, des clauses de confidentialité dans ces contrats. Et puis le dernier point, c'est que ces contrats, ils sont très importants à faire correctement parce que ils réduisent vraiment les risques. Donc voilà, ayez une vigilance particulière sur la rédaction de ces contrats. Ce que je veux dire, oui, c'est qu'il peut y avoir aussi des risques de requalification en contrat de travail si ces contrats sont pas bien faits, si aussi dans la relation que vous avez avec vos freelances, vous les prenez pour des salariés, il peut y avoir des risques en requalification de travail. Un point également très important, c'est que, et ça c'est assez ignoré et on a plusieurs cas importants sur ces sujets-là, donc je vous conseille d'être vigilant sur ces sujets-là également, c'est le fait des retenues à la source. Si vous payez des prestataires qui sont à l'étranger et que par exemple ils ne sont pas déclarés, ils sont en Madagascar, ils sont au Pakistan, ils sont même en LLC alors qu'ils travaillent pour des clients français. Vous pouvez être redressé et on a ce cas aussi où ça n'arrive pas qu'en France. On a un client à qui ça arrive en Estonie. Vous pouvez être redressé tout simplement avec une retenue à la source qui va s'appliquer sur les montants que vous leur payez parce que en fait, on estime qu'ils auraient dû payer une retenue. Vous auriez dû en fait avoir une retenue à la source lorsque vous les payez parce que eux-mêmes ne peuvent pas démontrer qu'ils ont déclaré leurs revenus et qu'ils avaient un établissement stable dans le pays où ils exercent. Donc, on considère que c'est de l'évasion fiscale et donc on peut vous redresser. Ça peut être des sommes aussi assez importantes. Donc, soyez vigilants avec vos freelances. Également, si vous dépassez plus de 5 000 euros, ça c'est plutôt une réglementation française, vous devez avoir, si vos freelances vous ont facturé plus de 5 000 euros, une attestation de vigilance. Parce que sinon, si
vos freelances ont un contrôle URSSAF et qu'ils ne déclarent pas correctement leur URSSAF et qu'ils n'ont pas réglé leurs cotisations, et qu'ils n'ont pas réglé leurs cotisations sociales, vous êtes solidairement tenus, et ça encore, c'est arrivé à un certain nombre de nos clients, vous êtes solidairement tenus de régler leurs cotisations sociales. Voilà. Donc ça, c'est des risques qu'on ignore, mais qui peuvent tout de suite impacter financièrement de manière assez élevée une entreprise et qu'il faut mieux avoir traité en amont par des règles assez simples, tout simplement un bon contrat freelance. C'est tout à fait simple à mettre en place. Il faut avoir évidemment le bon modèle. Ok, ben écoute, tu m'en apprends là, clairement. Alors sur la partie de freelance, etc. Ça c'est des choses auxquelles j'ai été confronté moi-même. Effectivement, je faisais appel à des freelances sur mes anciennes entreprises que je possédais en France. Maintenant, j'en ai plus du tout. Et c'était un point de vigilance absolu sur la requalification du freelance en tant que salarié déguisé. Par contre, là où je l'ignorais totalement, c'était que ce risque était aussi existant pour les freelances auxquels on faisait appel à l'étranger. Donc typiquement, effectivement, comme tu l'as évoqué, au Bénin, Madagascar, île Maurice, aux États-Unis, en Ukraine, etc. Donc même dans un cas comme ça, on peut venir nous appliquer des prélèvements à la source si on n'est pas en alors ça, là on est même là on est même plus le prélèvement à la source, c'est plutôt une question fiscale, on n'est pas sur une question sociale, parce que le droit du travail, c'est une question de droit social. Là, on est plus sur une question fiscale. Oui, on peut vous appliquer du prélèvement à la source si vous n'êtes pas en mesure de prouver que la personne, alors je rentre pas dans le détail parce que c'est un peu complexe, parfois il y a des conventions bilatérales entre les pays, mais en général, on a le cas, en tout cas, d'entrepreneurs qui font appel à des freelances qui sont même pas déclarés dans leur pays. Donc là, il y a même plus d'histoire de convention bilatérale. Si la personne n'est pas déclarée et finalement que le fisc de votre pays, et ça peut se passer dans différents pays, n'a pas de vérification possible sur cette déclaration, ils vont appliquer une retenue à la source aux prestations que vous leur avez payées en considérant que vous auriez dû payer l'IS sur ces missions. Waouh! Ah ouais, non, bah là, effectivement, tu m'en apprends une majeure en plus. Je t'en apprends une, et c'est un sujet là on est en train d'avoir ce sujet pour plusieurs clients, encore une fois, et pas qu'en France. On va d'ailleurs faire un article spécifique sur ce sujet parce que effectivement, c'est important. D'accord. En fait, quelque part, faut se comprendre que les États, ils cherchent par tout moyen à justement rapatrier des fonds sur des revenus et comme il y a de plus en plus d'offshore, voilà, ils se disent parce que ça c'est un bon moyen de c'est une manne intéressante, surtout à une époque où le budget de l'État est ce qu'il est et la dette est ce qu'elle est et que bon ben voilà, intéressant et assez simple à mettre en place en fait. D'accord. Et sur la question de la requalification du contrat de travail, qui est une autre question, ça, c'est plutôt une question d'évangélisation. C'est-à-dire qu'en fait, les freelances aujourd'hui, ils ont probablement pas conscience que s'ils engageaient une action, on va pas leur donner trop d'idées, hein, mais s'ils engageaient une action prud'homale en France, alors qu'ils sont considérés comme étant à plein temps et quasiment dans une relation de subordination, ils pourraient obtenir gain de cause en attaquant directement en France un entrepreneur, par exemple, qui ferait appel à eux en situation, encore une fois, salarié déguisé. C'est même pas une question de temps plat, en situation de salarié déguisé. D'accord, fascinant. Donc, ok, quand on fait appel, ce que je retiens, c'est quand on fait appel à un freelance, on vérifie, en fait, on lui demande on lui demande de produire une attestation de vigilance, c'est ça? Ouais, tout à fait. Demande d'attestation de vigilance. Voilà, qu'il va récupérer de mémoire, parce que moi, quand j'avais des marchés publics, on nous demandait ce genre de choses et il faut donc le demander auprès de l'URSSAF, auprès des impôts. Enfin, tout à fait. Et donc, pour les freelances étrangers, il existe aussi ce type d'attestation qu'ils peuvent récupérer auprès de leur URSSAF local. D'accord. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, il faut demander. Et en fait, c'est approuvé. Ouais. Il faut l'avoir et tous les 6 mois.
en fait, qu'il faut la récupérer tous les 6 mois. Donc, avec vos freelances, il faut leur demander, et ça, nous, on le met comme une obligation contractuelle, qu'ils doivent fournir tous les 6 mois leur attestation de vigilance. Ok. Et dans Ensuite, le cas où ils ne les fournissent pas et qu'on continue à bosser avec eux, on peut quand même être mis en cause, quoi. Donc, il faut vraiment s'assurer de les ouais, récupérer. voilà, exactement. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à bosser avec eux jusqu'à ce que, enfin, dans la plupart des cas, ça se passera bien. Si jamais, par contre, ils se tapent un contrôle URSSAF, l'URSSAF peut vous appeler de façon solidaire, et c'est déjà arrivé à certains de nos clients, pour régler leur ardoise auprès de l'URSSAF. Waouh. Ok. Bon bah d'accord, c'est hyper intéressant et effectivement bon bah d'avoir conscience de ces risques qui ne sont pas anodins hein, clairement puisque bon bah dans un univers où le offshoring se développe très rapidement avec aussi un État qui cherche à récupérer de l'argent, c'est le genre de choses sur lesquelles on peut réellement venir vous chercher. Je dis vous maintenant, puisque pour ma part, je n'ai plus d'entreprise en France. Mais ok, point éminent. Ouais, mais encore une fois, c'est pas Merci. forcément exclu aussi dans d'autres pays où on se dit que traditionnellement il y a moins de difficultés. Moi, ce que je peux vous préconiser là-dessus, c'est que même si vous faites appel à des freelances dans d'autres pays, que ce soit d'ailleurs à l'île Maurice, à Madagascar, au Bénin ou autre, ayez toujours des freelances avec un statut et vérifiez-le que ce statut existe bien. Parce que dans ce cas-là, il n'y aura pas ces problèmes de retenue à la source. Qui plus est, il y a la possibilité, j'imagine, de pouvoir passer. Moi, je pense aux boîtes avec lesquelles je travaille. Notamment, parfois, je bosse avec. Je bosse en permanence avec The Assistant où à ce moment-là, j'ai une société de service en Société écran, ouais. face et du coup, bon, je crois que du coup, ça m'enlève ces risques de requalification. Premier point. Deuxième point, en passant par des plateformes comme Upwork ou Malt, potentiellement, vu qu'il y a une société entre les deux, j'ai l'impression, et tu vas nous dire, que ce risque-là est en partie ou totalement évité. Ouais, alors je sais pas exactement comment fonctionne en pratique Malt ou Upwork. Si c'est eux qui encaissent les fonds et que eux, dans leurs conditions générales de vente, offrent une garantie sur le fait que la personne elle a un statut, etc. Il n'y a pas de difficulté. Alors je suis pas sûr justement qu'ils aient ce type d'engagement en fait. Ce qu'il faut, c'est est-ce que quand tu connais peut-être mieux du coup, mais est-ce que quand tu bosses par Upwork ou par Malt, parce que moi j'avais souvent l'impression que c'était plutôt des plateformes de mise en relation, est-ce que c'est plus des plateformes de Oui. mise en relation? Ouais, si c'est Enfin, une mise en ils relation. collectent les paiements aussi, mais ensuite, écoute, je pense que je fais comme tout le monde, je signe les conditions générales de vente sans les regarder. Voilà, on va s'avouer. Et donc, je n'ai aucune idée des garanties éventuelles, mais Je pense que Malte qui est français, Hmm. je pense que il y a plus de garanties déjà, Oui, à mon avis. Donc, je crois aussi. donc voilà. Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure de propriété intellectuelle. Là aussi, c'est hyper intéressant, effectivement, quand on fait appel à des prestataires externes ou des freelances, de s'assurer qu'il y a un transfert de la propriété intellectuelle. D'où l'importance de mettre en place un cadre juridique à la collaboration. Donc, d'avoir un contrat. Et là, je pense qu'il faut démystifier le côté aussi de devoir générer un contrat, de faire un contrat en chaque fois. Non, on peut très bien. Moi, c'est ce que j'avais fait à un moment donné sur une de mes anciennes boîtes, c'est qu'on avait des contrats types. Et après, Bien le sûr. cabinet d'avocats s'était occupé de dire, bah voilà, il nous avait fait un petit tuto pour dire où est-ce qu'il faut remplacer quoi. Donc, vous pouvez très bien avoir comme ça des contrats types. Et d'ailleurs, sauf erreur, c'est exactement ce que vous proposez, vous, avec Exactement. InfoLawyers. Avec InfoLawyers, que ce soit justement dans le cadre de packs plutôt de lancement, genre le pack Presta, où en fait c'est pour les prestataires qui ont leur contrat de prestation de service, et également les contrats freelance pour déléguer, parce que le développement d'une boîte, c'est de pouvoir déléguer, donc d'avoir des freelances, et également dans Bouclier 360, où là vous avez accès à l'entièreté de nos modèles, dont ce fameux contrat freelance qui est extrêmement bien fait avec justement le tuto, tous les conseils adaptés pour justement mettre en place tout ce qui va bien en termes de non-concurrence, en termes de cession de droits de propriété intellectuelle. Et sur ta question du droit de propriété intellectuelle, l'idée, c'est que en matière de droit français, en matière de droit de la propriété intellectuelle, si vous n'avez pas une cession de droit par écrit qui correspond à un formalisme précis du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de cession de droit. Ce qui veut dire que en fait, ce qui a été fourni, livré,
ne vous appartient pas. Et ça, c'est arrivé un certain nombre de fois. Nous, c'est pas plus tôt là que ce matin, j'ai quelqu'un qui me disait, moi, j'ai créé du design culinaire pour un client. Et elle savait pas trop comment s'en sortir. Elle n'est pas payée. Je lui ai dit, bah en fait, tout simplement, est-ce que vous avez une session de droit? Non. Donc, du coup, là, le client va lui dire, vous m'êtes redevable de l'entièreté. Enfin, non seulement je peux vous demander de céder l'exploitation parce que vous êtes en situation de contrefaçon, mais en plus, je peux vous demander une redevance sur le produit de toutes vos ventes. Et quand le client lui dit ça, bah, ça le fait réfléchir. On a résolu des dossiers comme ça pour des gens qui étaient copywriters, qui ne se faisaient pas payer. On a eu des clients qui se sont retrouvés en grande difficulté également sur ces sujets-là parce qu'il y avait des reventes de boîtes où ils n'avaient pas eu des cessions de droit, par exemple sur leur logo ou sur leur développement logiciel, avec ensuite des personnes qui se réveillent et qui là vont dire bah oui, mais moi j'ai peut-être le droit aussi à ma part sur la revente. Et en plus, en fait, en général, et c'est ça qui est très important avec le juridique. Et toi qui es investisseur, tu vas le comprendre parce que tu sais que quand on monte des business, en fait, l'objectif après, c'est de les revendre. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'enrichit le plus en matière d'entrepreneuriat. Et trop souvent aujourd'hui, les entrepreneurs oublient de créer des actifs qui soient solides et revendables, alors qu'en fait, encore une fois, c'est potentiellement un moteur d'accélération de richesse que de revendre certains actifs de ces boîtes. Et pour revendre des actifs de ces boîtes, en général, il y a souvent des due diligence qui sont faites, c'est-à-dire que les avocats des acquéreurs vont vérifier que les différents points sont bien traités, que vous avez des bons contrats, que la propriété intellectuelle de votre entreprise vous appartient bien. Et c'est souvent dans ce genre de situation que on va demander au freelance ou à telle personne de nous céder les droits et que là il va se dire il y a un projet de revente, oui moi je veux bien toucher quelque chose en plus, etc. Une page de vente avec un copywriter qui génère plusieurs millions d'euros chaque année, ce qui existe, si vous n'avez pas fait céder les droits à votre copywriter, il peut tout à fait se réveiller et vous demander des redevances sur les revenus générés par sa page. Et il aurait de légitimité à le faire. Donc, encore une fois, si vous réglez la situation dès le début, le copywriter, quand vous commencez à travailler avec lui, il est très simple de lui faire une cession de droit en bonne et due forme qui soit valable sur tous les contenus qu'il crée. En revanche, si vous faites ça à un moment donné où il voit que vous percevez quand même pas mal d'argent, que vous revendez potentiellement un actif ou une boîte, là, il peut se réveiller. Donc, ayez souci de faire bien les choses dès le démarrage, ça vous évite des risques beaucoup plus importants ensuite. Très bien. Merci du coup pour ces éléments qui sont ultra importants, surtout pour ceux qui ont des business en ligne et qui sont encore une fois infopreneurs, puisque le sujet de la propriété intellectuelle, quand on crée du contenu, on crée des formations en ligne, on crée des e-books, etc. C'est quelque chose d'ultra important. Et est-ce qu'il y a des moyens justement de se protéger? Alors là, on a parlé du fait de la transmission de la propriété intellectuelle pour éviter d'avoir des problématiques par la suite avec quelqu'un qui vient nous réclamer des redevances ou ça part du gâteau sur une vente de business. Mais est-ce qu'il y a des moyens de se protéger contre la violation de propriété intellectuelle? Typiquement, je pense je fais une vidéo YouTube et puis j'ai quelqu'un qui me la reprend telle quelle et qui me copie-colle le contenu, on va dire, pour le reprendre à son compte. Ou j'ai créé une formation en ligne, ça se vend très bien, et puis j'ai quelqu'un qui crée exactement la même formation, qui a repris tout le contenu et qui se met à la vendre aussi en concurrence directe avec moi. Est-ce qu'il y a des moyens de se protéger de ça, à part ou alors juste quand on constate quelque chose comme ça, c'est de saisir son avocat avec des lettres en recommandé, potentiellement des référés, enfin de faire marcher la machine juridique. Ouais. Alors déjà sur ce sujet-là, sur le sujet de la copie de formation et de la vente au marché noir, nous on accompagne, je dirais le top level des infopreneurs sur ces sujets-là. Et en général, quand ça vous arrive, c'est que c'est un bon signe. C'est-à-dire que vous avez du succès et que votre formation se vend bien, que des gens veulent l'acheter, que votre nom est connu, etc. Et nous, comment on fait pour lutter contre ça, puisqu'on a du coup au sein du cabinet des personnes qui s'occupent spécifiquement de ces sujets-là pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Il y a déjà un bon réflexe à avoir, c'est de déposer son nom en qualité de marque, parce que en général, on va dire j'ai la formation de un tel, voilà. Et donc
quand nous on voit ça, on peut faire des notifications de contenu illicite auprès des réseaux sociaux qui font disparaître les comptes qui revendent de manière frauduleuse les formations. On peut également aussi s'adresser directement aux hébergeurs, parce que généralement ces formations sont hébergées potentiellement chez les acteurs du milieu. Et là, on fait aussi des notifications pour faire disparaître ces contenus. Donc, vous pouvez, moi je pense que le meilleur réflexe, c'est de déposer un nom de marque pour lutter contre ça. Ensuite, vous pouvez aussi déposer votre formation avec son nom, etc. En revanche, par contre, s'inspirer d'une formation d'un autre et faire à peu près la même chose, ça, on peut pas faire grand-chose, quoi. Un autre point qui pour moi est toujours très intéressant, c'est quand vous êtes copié, même si c'est pas totalement certain, mais généralement les gens font quelques erreurs. Par exemple, ils vont vous copier et puis ils vont conserver, ça c'est des cas vécus dans les conditions générales de vente. Ils vont le faire à la va-vite, ils vont copier les conditions générales de vente en plus, et là ils vont laisser l'adresse mail laisser l'adresse mail de la personne qui nous ont copié. Donc ça nous est arrivé plusieurs fois. Là, dans ce cas-là, il faut impérativement faire, c'est un courrier de mise en demeure d'avocat. Pourquoi? Parce que même si vous n'allez pas attaquer ensuite, en fait, vous marquez votre territoire, vous mettez un premier acte où vous montrez que voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, que la personne est en situation de concurrence déloyale, de contrefaçon potentielle, et je peux vous garantir que quand elle a reçu un courrier d'avocat, elle réfléchit à 2 fois avant de recommettre des actes de ce type-là. Également, si vous êtes dénigré ou diffamé sur YouTube, ce qui est un peu une pratique qui est assez courante, n'hésitez pas à envoyer des courriers de mise en demeure. Nous, on fait disparaître quand même pas mal de vidéos dans ce cadre-là. Merci pour cet éclairage. Et donc tu as des exemples toi, de contentieux fréquents, tu vois, dans le secteur du digital, de l'informatique, de l'infoprenariat. Est-ce que tu as, je sais pas, des expériences qui t'ont particulièrement marqué et qui pourraient amener un éclairage supplémentaire à nos spectateurs? Oui, alors je pense aux contentieux qui sont les pires et les plus difficiles à résoudre, c'est les contentieux entre associés. Parce qu'on en a un certain nombre. Souvent, les personnes vont se rencontrer dans des masterminds, vont se taper dans la main. Ouais, c'est trop cool, génial, on a une super idée, etc. Et puis en fait, vont avancer ensemble et potentiellement, ils vont s'associer ensemble, ils vont créer une société ensemble. Et là, voilà, il va vite y avoir des différends qui vont survenir. Et pour s'en sortir, parfois, c'est très compliqué parce que souvent, il y en a qui a amené une chaîne YouTube, un actif, etc. Et donc, il va du coup ressortir avec. Il va ressortir avec son actif. Potentiellement, il peut y avoir des problématiques avec du coup des groupes. Par exemple, des groupes Facebook, des groupes WhatsApp qui appartiennent à la société. Et si on trouve pas de solution pour résoudre tout ça, ça peut générer vraiment des litiges importants. Et nous, on a eu à en traiter un certain nombre de litiges entre associés qui sont pas simples. Le meilleur moyen de les résoudre, mais encore une fois, faut-il que les gens soient intelligents, ce qui est pas toujours le cas, c'est de faire des médiations. Et ça marche très bien parce qu'on arrive à trouver des solutions intelligente. Mais on est parfois dans des cas où il y a des vrais phénomènes de blocage de business et c'est émotionnel. Tout à fait, et avec des contentieux multiples en fait devant plusieurs tribunaux différents. Et là, ça fout en l'air des personnes. Enfin, ça empêche d'avancer. C'est des poids à tirer qui sont importants. Voilà. Et donc, faut. Alors, je suis pas son avocat, donc je peux le citer, mais finalement, Oussama Hamar. J'avais en tête. Effectivement, moi aussi. C'est spontanément ce qui m'a mis en tête en me disant waouh. Ouais, mais il est la face immergé de l'iceberg d'autres conflits d'associés qui existent dans ce. Ouais, c'est que là, ils ont rendu le truc public, mais sinon, dans la plupart des temps, ça se traite sous sein privé, ce genre de choses, quoi. C'est effectivement. Complètement. Mais, en fait,
je peux en parler encore une fois parce que je ne suis pas son avocat. Donc, dans ce que j'en vois, dans ce que j'en perçois, on a des conflits qui sont exactement du même type. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à le résoudre. Et lui, ça doit très certainement lui pourrir la vie avec des fonds qui sont gelés à certains endroits, etc. Alors, évidemment, on lui enlèvera jamais, comme il le dit, son verbe, sa puissance de copywriting, sa visibilité. Mais franchement, ça l'entrave dans pas mal de projets à mon sens. Et eux derrière, on ne sait pas vraiment ce qu'ils recherchent. Si c'est de lui nuire pour lui nuire, voilà. Moi je trouve ça désolant en fait que ils n'arrivent pas à trouver une solution parce que nous, la première chose qu'on fait, c'est la première chose, et on essaie jusqu'au bout à chaque fois de trouver des solutions parce qu'en fait derrière c'est tout le monde y perd, c'est des frais d'avocat extrêmement importants. Je suis pas bien sûr que ceux qui attaquent Oussama Hamar gagnent quelque chose in fine, et en fait ils se seront mis dans une omerta, voilà, mais qui a quel sens? Et c'est là où effectivement toi qui es aussi dans le développement personnel, et évidemment nous aussi le développement personnel à notre manière c'est aussi important. Enfin moi finalement je suis toujours très heureux quand on arrive à résoudre des litiges, voilà, que ce soit sur le plan judiciaire, mais évidemment sur le plan amiable, parce que trouver une belle solution dans le cadre d'un litige entre associés, il n'y a rien de plus satisfaisant et plaisant. Parfois, ça a coûté, mais finalement, c'est une libération et ça permet d'avancer et pour chacun de son côté de manière beaucoup plus sereine. Ouais, totalement d'accord. Et effectivement, il vaut mieux trouver un mauvais accord au final Bien entendu. que de passer des années devant les tribunaux avec la charge mentale que ça provoque, Complètement. le coût d'opportunité phénoménal sur la vie, sur Complètement. l'attention qu'on va y mettre, sur l'énergie qu'on va y mettre. Et moi, je suis Complètement. totalement d'accord sur le fait de parfois, ok, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? De toute façon, la vie est injuste. Voilà. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut accepter. La vie est injuste. Donc, voilà, après, de se dire, bon, c'est fait. Ok, on a peut-être été Mais abusé, savoir etc. lâcher à un Ouais, moment donné, c'est c'est ça. tellement précieux si on voit ce que ça peut apporter ensuite. Sinon, on est Par bloqué. moment, et très concrètement, à certains moments, nous, on l'explique, on le fait comprendre à des clients. Et moi, j'ai des clients, ça fait 10 ans qu'ils sont en procédure, il y a 5 dossiers qui sont ouverts. Et les gars se sont organisés même pour être insolvables, en fait, personnellement. Mm. C'est lourd, en fait, de vivre avec tout ça. C'est très lourd. Mais après, c'est le biais des coûts irrécupérables. Je sais pas si tu le connais, mais c'est ce côté où voilà, deux pays font la guerre. On a perdu 1 million d'hommes. Ils sont quand même pas morts pour rien. Allez, on continue. Et en fait, sauf que à l'instant T, de toute façon, qu'on continue ou pas, ils sont perdus. Ils sont morts ces gens-là. Donc c'est vraiment le principe des coûts irrécupérables, de dire de toute façon c'est irrécupérable. Donc il ne faut pas que je prenne ma décision en fonction de tout ce que j'ai perdu. De toute façon c'est perdu. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais plutôt du coût d'opportunité qu'il y a devant moi. Et si c'est objectivement une bonne idée de continuer, mais ça c'est quelque chose qui fait appel à de l'émotion et nécessite une certaine compréhension de ce mécanisme. Quand on voit la stratégie, militaire de certains États en ce moment, on se dit que Ouais. bon, c'est vrai que on n'a pas que des bons exemples. Et c'est vrai que à quoi bon à certains moments, parce qu'en fait générer de la haine en permanence, en fait on n'en finit jamais. Je trouve personnellement qu'on a tellement de sujets sur lesquels on devrait se focaliser pour que c'est un peu utopique ce que je dis, mais pour que finalement le monde aille mieux en fait. Et en fait on est englué dans des guerres et autres problématiques mondiales. Ouais, ça me désole un petit peu, quoi. Ouais. Bon, après, c'est effectivement de trouver la juste mesure entre de ne pas rester inactif et passif quand effectivement on subit une agression, d'avoir une Bien réaction sûr. proportionnée pour éviter que la personne elle comprenne, bon d'accord, faut pas que je l'embête. Mais Tout à voilà, fait. Et après, ensuite, de pouvoir mettre en place des forces, effectivement, pour ensuite trouver des accords de paix, quoi. ouais. Et c'est exactement pareil dans les dossiers. On arrive parfois à ces situations où ça nous permet de trouver des bons accords quand on a des clients qui sont intelligents et des adversaires intelligents.
Et d'autres fois, on arrive sur des guerres qui durent 10 années de procédures judiciaires dans tous les sens, etc. Et là, on se dit, finalement, nous, on y gagne en tant qu'avocat. Pour les parties, c'est catastrophique. Personne n'y gagne, en fin de compte. Personne n'y gagne, vraiment. On va passer maintenant aux spécificités pour les entrepreneurs. Et avant ça, je m'adresse à toi, spectateur. Si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, si ça vient enrichir tes connaissances effectivement en termes de risque, pour nous remercier, tu peux tout simplement partager cette vidéo auprès de tes amis, collègues entrepreneurs, infopreneurs, les gens qui vont se sentir concernés par ce contenu. Tu leur rendras service et ça permettra à nouveau de nous remercier pour le contenu qui est produit à cet instant T. Et puis d'ailleurs, le lien vers le site InFollowers est en description et en commentaire épinglé. Un petit pouce bleu ou rouge et sur le petit pouce bleu, effectivement, pour donner de la force et nous aider à créer de la visibilité. Voilà pour cette petit instant interlude publicitaire classique sur YouTube. Et on va attaquer la partie spécificité pour les entrepreneurs. Alors, on en a déjà parlé effectivement quand même sur les infopreneurs. On a parlé de pas mal de choses en termes de sécurisation juridique, de leur contenu, les prestataires avec lesquels vont bosser et potentiellement de leurs services auprès des clients. Mais je sais que tu m'avais parlé notamment des conditions générales de vente et des clauses de remboursement, de demande de remboursement, de rétractation, je crois que le terme exact est le droit de rétractation. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut vraiment aborder pour nos spectateurs, si tu veux bien l'évoquer. Tout à fait. Alors, le droit de rétractation, effectivement, c'est un enjeu qui est important. C'est un enjeu qui concerne principalement ceux qui vendent en B2C, c'est-à-dire à des consommateurs. D'ailleurs, ça, c'est la première chose, c'est que bien souvent, on a des clients qui viennent nous voir, ouais, j'ai une demande de remboursement, de droit de rétractation. La première question qu'on leur demande, c'est quel est ton infoproduit? Ils me disent, oui, je coach des entrepreneurs. Ok, très bien. Déjà, bonne chose à savoir, vos clients n'ont pas de droit de rétractation puisque ils sont eux-mêmes entrepreneurs. Donc en B2B, pas de droit de rétractation. Et ça, je peux vous dire que ça a fait gagner pas mal d'argent à certains de nos clients. Deuxième chose, c'est que si du coup vous êtes face à des consommateurs, enfin avec des consommateurs, c'est vos clients, donc je vous conseille de les respecter un maximum, bien entendu, vous avez ce droit de rétractation de 14 jours qui s'applique. Et ce droit de rétractation de 14 jours, il est très important d'avoir mis en place le formalisme nécessaire. Ce formalisme, c'est dans vos conditions générales de vente, il doit y avoir un encadré spécifique et dans votre mail récapitulatif de la vente, il doit y avoir cet encadré. Alors nous, on préconise de mettre dans le mail récapitulatif de la vente l'ensemble de vos conditions générales de vente. Comme ça, vous n'oubliez aucune mention à avoir dans ce mail récapitulatif de la vente. Si vous n'avez pas ce formalisme précis, vos clients n'ont plus 14 jours pour demander un remboursement, mais jusqu'à 12 mois après la vente. Et ça a causé, et ça c'est encore du vécu dans des dossiers, des personnes qui avaient vendu des accompagnements coaching, minceur ou autre à un certain nombre de personnes qui étaient dans des groupes. Et l'ensemble de ces personnes considéraient que la formation ne valait pas le coup, l'accompagnement ne valait pas le coup. Ils se sont mis ensemble et ils ont trouvé un moyen, c'est d'aller faire une demande de remboursement sur la notion du droit de rétractation. Vous avez vendu quelque chose, plus de 3, 4, 5, 6 mois après, vous pouvez avoir un certain nombre de personnes qui ont acheté vos produits en étiquette en ligne qui viennent vous demander la rétractation. Et là, ça peut vraiment mettre en difficulté votre business aussi. Merci beaucoup. Récapitulatif, si vous vendez en B2C, faites vraiment les choses bien et mettez en place dans vos conditions générales de vente le formulaire et également dans le mail récapitulatif de la vente. Comme ça, vos clients n'auront que 14 jours. Sachez également que vous pouvez faire renoncer à ce droit de rétractation. Mais dans ce cas-là, contrairement à ce qu'on voit parfois dans certaines conditions générales qui sont ni fait ni à faire, c'est pas parce que votre client a téléchargé le contenu de sa formation qu'il n'a pas droit de rétractation. La seule exception possible, c'est quand il a coché une case dans votre formulaire de vente en disant qu'il renonce à son droit de rétractation. Hyper intéressant ça, effectivement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut que ce soit absolument dans le formulaire de vente? Qu'est-ce que tu appelles formulaire de vente? C'est au moment de la commande? Ou typiquement, je parle pour moi là, mais j'ai vu d'autres collègues infopreneurs qui font ce genre de choses, c'est que tu remplis un type of form, tu valides les conditions générales de vente, là tu dis ok,
renonce à mon droit de rétractation et ensuite tu accèdes au paiement, tu vois, que ce soit par virement ou par carte bancaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est recevable? Oui, ça c'est recevable à partir du moment où c'est fait préalablement à la vente. Hmm. Tu as renoncé, tu as accepté de renoncer. Et bien entendu, c'est important de pouvoir le prouver aussi. Ok, très bien. Alors, vous avez d'ailleurs une expertise en cybercriminalité. Juste, je l'évoque parce que on va en parler un peu plus loin sur la partie Web3, crypto, sur les choses les affaires que vous avez pu traiter dans ce domaine. Mais justement, là, sur la partie infopreneur, comment la législation en Europe, parce que bon, bah en France, il y a le RGPD, etc., qui globalement est quelque peu pénible de point de vue de l'entrepreneur, mais pour les infopreneurs, comment ce RGPD, cette législation en termes de protection des données et de protection pour la cybercriminalité impacte l'activité des infopreneurs? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que, en fait, en matière de droit et de juridique, vous avez des niveaux et des paliers. En fonction de votre niveau ou votre palier, finalement, vous allez traiter les choses qui sont les plus prioritaires. Parce que on va pas se leurrer, et ça, tout le monde le sait bien, c'est un peu un secret gardé des plus gros entrepreneurs, y compris les plus grandes boîtes. Personne n'est à 100% conforme. Parfois, on sait même pas comment être totalement conforme parce que certaines réglementations sont tellement ambigus, sont tellement contradictoires, etc., qu'il est compliqué d'être à 100% conforme. Donc, encore une fois, et on en revient à l'introduction de ta vidéo, il faut être dans une logique de réduction du risque. Et le risque, si vous faites entre 0 et 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur le RGPD, il est somme toute assez limité. En fait, le RGPD, c'est bien de faire le minimum, c'est-à-dire d'avoir des bonnes mentions sur vos formulaires de collecte, de travailler avec des outils qui sont C'est ça. voilà, ouais, exactement, d'avoir une politique de confidentialité. Encore une fois, vos CGV, votre politique de confidentialité, c'est la façade immergée de l'iceberg de votre confidentialité. C'est-à-dire que quand un contrôleur, que ce soit de la CNIL, de la DGCCRF ou même fiscal, va venir sur votre site, bah, s'il voit que les choses sont faites de manière carré, vous avez des bonnes CGV, une politique de confidentialité, il va se dire bon bah ce type a l'air organisé, il a l'air de bien traiter les choses, son business semble carré, bon, il aura peut-être moins de chances de trouver des choses intéressantes. Donc faites les choses bien à ce niveau-là, faites le minimum. Évidemment, si vous commencez à générer plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, que vous avez des listes énormes, que vous faites, vous avez segmenté vos prospects, vous avez de la data hyper enrichie, vous avez potentiellement des données de santé, des opinions politiques, syndicales, des revenus. Là, pour le coup, commencez à avoir une vraie vigilance sur les RGPD, mettez en place des mesures importantes de sécurité sur votre business parce que qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est que s'il y a une faille de données, un hack de vos serveurs, par exemple, où là où sont stockées vos données, bah, c'est vous qui allez être responsable parce que vous êtes en première ligne de la responsabilité si vous avez collecté, par exemple, des données de manière illicite ou déloyale, si vous n'avez pas obtenu le consentement sur des traitements de données, par exemple de santé ou sur les revenus, vous avez de la data qui va potentiellement servir à des pirates à aller faire des escroqueries. Et comme on va pas retrouver les pirates parce qu'ils sont très bien planqués, bah, quelque part, les clients peuvent se retourner contre vous. Donc, soyez vigilants à ce moment-là. Voilà, le RGPD, faites le minimum et puis plus vous progressez, plus vous devez commencer à avoir une attention de plus en plus particulière et notamment à la sécurité autour des données. Ok. Et là-dessus, même question par rapport aux produits que vous offrez sur InFollowers. Ça, c'est un aspect qui est traité aussi. Ouais, tout à fait. Nous, on a d'ailleurs ce pack, et encore une fois, dans le cadre de Bouclier 360, vous avez l'entièreté de nos packs, hein, mais on a du coup un des packs qui s'appelle le pack documents juridiques obligatoires, qui vous permet d'avoir, en plus de vos CGV, les conditions générales de vente, les mentions que vous mettez, que vous intégrez dans vos formulaires de collecte, et puis le registre de traitement, qui est aussi le minimum à faire pour documenter sa conformité. Voilà, et ça vous permet du coup d'avoir fait le minimum
et ce pack est du coup assez intéressant pour ça. Merci. Alors je précise d'ailleurs pour nos spectateurs que je n'ai aucun affiliation, contrat d'apport d'affaires ni quoi que ce soit. Hein. Voilà. Moi j'évoque les produits d'Henri parce que bon, je suis convaincu par la qualité de ceux-ci et que je pense que ça répond à une réelle problématique. Donc c'est pour ça que j'enrichis nos échanges en pointant de là où vous pouvez aller trouver un gain de temps et aussi de la qualité. C'est sympa, Cédric, et c'est vrai que ces produits, on a accompagné plus de 2500 entrepreneurs. On a toujours des commentaires extrêmement sympathiques et positifs. Voilà, ça rend un grand service. Nous, notre promesse, c'est qu'en moins d'une demi-journée, vous avez traité le juridique dans votre activité, en tout cas vos contrats de vente, vos contrats freelance, par exemple, si vous prenez le pack Presta. Voilà, donc voilà, le but, c'est vraiment que le juridique ne soit plus un frein, mais une force, que vous ayez ce qu'il faut pour vendre de manière efficace et licite vos produits. Merci. Puis effectivement, la promesse du coup est limpide sur le fait d'une demi-journée. Je pense que tout le monde fait attention à son temps. Et donc là, on a une promesse qui est claire en termes de temporalité. Ok, alors parce que vous travaillez aussi avec des sociétés qui sont dans le domaine du Web3. De la crypto, pour parler le Web3, c'est lié à tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Quelles sont les problématiques récurrentes des entrepreneurs que vous accompagnez dans ce domaine? Alors, il y a pas mal de problématiques réglementaires, faut que je sois adossé à un PSAN ou autre. Après, moi, j'ai des limites, si tu veux, dans mon expertise à ce sujet-là. On a des gens avec qui on travaille au sein du cabinet qui sont vraiment ultra compétents et brillants sur ces sujets-là. Moi, c'est vrai que voilà, je suis plutôt intervenu, par exemple, dans le cadre de contentieux où des personnes avaient perdu des cryptos. Il y avait eu des arnaques, hacks de donc du crypto, coup, d'accord, des hacks, ok, des scams, des hacks, mais en fait, alors des scams. Donc là, il y a différents sujets, scam, arnaque, où là où on ne peut rien faire parce qu'évidemment, les personnes, je dirais, se sont fait tromper et ont remis leur fonds à des escrocs. Et là, c'est compliqué ensuite d'aller retrouver les personnes. En revanche, il y a aussi des sujets où c'est carrément des plateformes pignon sur rue à qui il est arrivé des problématiques. Et là, nous, on a eu des sujets assez intéressants. On a quand même réussi, après un certain nombre de négos, de mise en demeure et de menaces d'assignation, à récupérer des fonds, tout simplement parce que certaines grandes plateformes, et je pense que ça, mais du coup, tu es plus spécialisé que moi, c'est intéressant de savoir aussi avec quelle plateforme on travaille. Certaines ont des garanties, elles ont des fonds d'indemnisation. Voilà, donc c'est important. Si vous avez subi certains hacks, il y a potentiellement des recours. Exactement, potentiellement des recours et des possibilités de se faire indemniser et rembourser. Ok, hyper intéressant. Ça, on a obtenu plusieurs succès dans ce cadre-là. D'accord. Donc, en cas, je dirais, de hack, de vol de ces cryptos sur des plateformes, potentiellement, voilà, on peut faire appel à vous pour essayer ouais, tout à fait. Voilà, de retrouver et de récupérer une partie des fonds, ou en tout cas de se retourner vers la plateforme. Et par contre, tout ce qui est sur cold wallet, soft wallet, ça, je sais pas si vous avez eu des cas de typiquement siphonner. Je prends le cas de quelqu'un que je connais qui malheureusement dernièrement s'est fait siphonner la totalité de son, je crois que c'est Rabi Wallet, bon, en tout cas un MetaMask like et dans des cas comme ça, est-ce que ça fait partie des cas où ça va être très compliqué et bon au final et comment est-ce qu'il est fait siphonner? Est-ce que c'est pas une erreur de sa part ou c'est pas en fait une faille de sécurité aussi, dans le wallet? C'est une erreur de sa part dans le sens où il a reçu un mail d'hameçonnage, que je crois qu'on dit. Voilà, c'est ça. Voilà, il a cliqué dessus, il a validé le smart contract et voilà, c'est Rabi Wallet. Voilà le nom du wallet en question. Il a malheureusement
manqué d'attention et bon, bah, il s'est fait siphonner la totalité du wallet. Et bon, dans des cas comme ouais, bah dans des cas comme ça, c'est plus compliqué. Alors, on a eu des cas néanmoins où on a réussi, même dans des cas également avec des banques traditionnelles, à obtenir des remboursements, tout simplement en jouant aussi sur le fait que les personnes avaient la data. Donc, ça voulait dire qu'il y avait eu des fuites de données. Et là, on en revient sur l'argumentaire du RGPD. Pourquoi est-ce que des données se retrouvent aux mains, des données vous concernant, que seule votre banque, par exemple, peut connaître, se retrouvent aux mains de pirates. Également sur le plan de la propriété intellectuelle, votre marque est utilisée, donc il y a des pirates qui utilisent votre marque. Vous n'avez pas lutté pour empêcher l'utilisation de cette marque, ce qui fait que ça a trompé votre client. Et là, nous, on a obtenu des cas de remboursement et d'indemnisation dans des cadres comme ça. Ok, hyper intéressant de savoir que bon, il y a parfois là où on ne peut percevoir aucun recours, il y en a potentiellement. Ok. Tout à fait. Mais juste là-dessus, enfin, si je peux me permettre un tout petit aparté, dans le monde dans lequel on est, mais ayez une vigilance, parce que nous effectivement, on a forcément un biais, puisqu'on voit souvent les gens qui arrivent à notre cabinet en difficulté, ils ont perdu parfois toutes leurs économies. Ayez une vigilance extrême. Soyez paranoïaque. J'ose dire le mot, hein, mais soyez paranoïaque dès lors qu'on vous envoie des liens, des choses, dès lors que votre banque, dès lors que votre service de crypto vous appelle, dès lors que vous, tu sais, je vais pas te cacher quelque chose, hein, Cédric, mais moi la crypto, c'est parce que justement, moi je suis assez paranoïaque avant qu'on m'escroque, faudrait. mais la crypto, j'ai vu tellement de gens se faire escroquer que je suis d'une prudence extrême en fait, et limite ça m'empêche d'investir là-dedans parce que j'ai trop peur quoi en fait. Mais c'est la crypto et c'est plein de choses. Mais donc du coup, ayez une vigilance quand même extrêmement importante dès lors que vous recevez des messages, des appels, parce qu'aujourd'hui, et en plus avec les deepfakes, le fait qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on a des pirates qui peuvent être comme à l'époque, parce qu'on appelait ça par exemple des escroqueries à la nigérienne ou autre, on a des pirates qui peuvent être aujourd'hui basés n'importe où dans le monde, maîtriser un langage parfait avec l'IA, aujourd'hui maintenant faire des vidéos potentiellement, ce qu'on appelle des deepfakes, et donc il faut être tout le temps d'une extrême vigilance dès qu'on vous demande de faire des virements, de virer des fonds, dès que c'est un support de votre crypto, de votre banque ou autre, voilà, il y a une vigilance extrême. Petit aparté. Ouais, non, mais tu as entièrement raison, Enfin, pour ma part, je pars du principe que on a toujours quand même une part de responsabilité dans ce genre de choses. En tout cas, ça part très souvent d'une erreur de notre part aussi, notamment en termes de vérification. Et de mon côté, je suis ultra prudent quand je reçois une sollicitation extérieure pour aller sur un exchange, pour aller sur un protocole crypto X ou Y. Et même parfois, tu vois, il m'arrive de voir un message en disant, bah tiens, il faut que je valide des trucs, d'accord. Je vais sur le site et je vais pas cliquer sur le lien dans l'email, je vais sur le site de mon côté et je vais retrouver l'endroit où il faut aller faire la validation plutôt que d'aller à la facilité de cliquer sur le lien parce que on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir vraiment derrière. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais seuls les paranoïaques. Et ça, c'est top. Et est-ce que du coup tu formes les gens, parce que comme tu as des accompagnements là-dessus, est-ce que tu formes les gens à cette prudence extrême, ces doubles checks, ces doubles vérifications, etc. Parce que je pense que c'est vraiment un sujet intéressant, quoi. Effectivement, alors moi j'accompagne pas, tu vois, ou je forme pas. Disons que je partage juste les trucs sur lesquels je vais et ce que je fais. C'est moi, c'est ce que je partage en privé. Et ensuite, non, c'est vrai sur l'aspect. On a eu des intervenants dans la communauté, notamment sur la partie cybersécurité, sur les bonnes pratiques de base. Je crois qu'on en a eu une intervention il y a pas très longtemps sur cet aspect-là, pour justement éveiller conscience. Je crois qu'il y a juste quelques mois de quelqu'un qui a une expertise dans ce domaine. Donc ouais, il y a des bonnes pratiques de base et ce que j'ai évoqué là, ça fait partie des choses de base. Voilà. Et de s'éduquer dessus dans le monde d'aujourd'hui, ça me paraît un peu un indispensable comme de se passer
d'aller se balader en pleine nuit dans les quartiers nord de Marseille avec un sac Louis Vuitton. Voilà. Pour moi, c'est voilà, on a. Ouais, c'est même presque pire parce qu'au moins dans les quartiers nord, on sait que la menace est présente. Mais là, c'est vrai Et le qu'en problème, fait, ça c'est peut venir justement de le manque de partout à connaissances. n'importe quel moment. Ça. Ouais, complètement. C'est le manque de connaissances, c'est le manque de connaissances d'éveil face à la menace. Mais Alors, aujourd'hui, très clairement, en fait, on peut beaucoup plus, si on est délinquant, s'enrichir via des escroqueries de ce type que en allant cambrioler. Et surtout, il y a une impunité beaucoup plus totale. Voilà. complètement. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une news ce matin comme quoi une IA avait réussi à passer un KYC avec reconnaissance faciale d'un exchange crypto. Là, j'ai vu la news passer ce matin. Donc, bon, Ouais. on en vient justement au sujet de la partie IA, où bon bah je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein, moi, j'avais généré mes conditions générales de vente sur avec en m'aidant de ChatGPT avec ce que j'estimais être un bon prompt. Et puis bon bah voilà, pour quand même avoir quelque chose qui tienne la route et sur lequel je puisse capitaliser dans le long terme, j'ai fait appel à vous pour que vous les relisiez et que vous m'apportiez les corrections qui correspondent à toute l'expertise que vous avez, notamment dans le domaine de l'infoprenariat. Et donc, par rapport à l'émergence de l'IA, est-ce que vous avez senti une baisse ou d'activité ou une transformation peut-être des demandes depuis que les outils comme Claude, comme ChatGPT, comme Llama, etc. ont les modèles de langage qui permettent d'interagir comme ça et de générer du contenu texte, bon pas que aujourd'hui, mais texte notamment, en tout cas pour le point qui nous intéresse là. Voilà. Est-ce que vous avez vu une transformation, vous, dans votre activité? C'est vrai on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir, soit potentiellement nous soumettent un premier modèle, enfin un premier contrat quelque part, et nous disent ouais voilà, est-ce que vous pouvez le revoir? Et puis nous on voit très bien qu'en fait ils l'ont généré avec avec l'IA. Soit en fait viennent nous voir et nous disent j'ai interrogé l'IA et j'ai eu telle et telle réponse, donc je pense qu'on va s'orienter dans ce sens-là. Qu'en pensez-vous, maître? Et c'est voilà, c'est vraiment des choses qu'on voit effectivement régulièrement et parfois d'ailleurs l'IA peut donner des conseils qui sont pertinents, d'autres fois pas, d'autres fois même il y a des hallucinations aussi. Ouais. Donc en fait voilà, nous également, il est aussi important de comprendre qu'on a fait des sacrés gains de productivité aussi avec l'IA, mais j'imagine comme dans tous les métiers, en fait, Pour ceux qui on voit l'utilisent, très clairement. parce que ça Ouais, reste clairement, encore on une voit très portion clairement faible des entrepreneurs. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on voit très clairement un shift entre, je pense, enfin, il va y avoir des shifts énormes qui vont se passer entre ceux qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent pas, à tel point que nous, on a la chance d'être une profession intelligente puisque on a notre bâtonnier, le bâtonnier du barreau de Paris, qui a décidé d'équiper un certain nombre d'avocats avec de l'IA, avec une IA développée sur du juridique. D'accord, ok, fascinant. Donc vous l'utilisez dans votre métier, j'imagine parfois pour vous Bien faire sûr. gagner du temps, c'est peut-être sur. Moi, typiquement, je t'explique un peu comment je peux l'utiliser. J'ai des GPT spécialisés, typiquement GPT spécialisé privé, un conseil légal aux États-Unis, etc. Et en fonction donc par exemple, parfois j'ai des deals. Je fais un premier jet au niveau de l'IA pour qu'elle puisse me remonter s'il y a des clauses en particulier qui pourraient poser problème, qui sont à l'inverse de mes propres intérêts, en lui bien sûr en lui expliquant le contexte, voilà, hyper important la Bien partie sûr. contexte dans l'utilisation de l'IA. Est-ce que vous, c'est des choses que vous utilisez pour faire un premier filtre ou peut-être en après coup, après avoir étudié vous le donnez aussi à l'IA pour voir si elle ne va pas vous sortir des choses qui vont venir affiner votre analyse et venir potentiellement même la compléter? Ouais, alors on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Alors, je vais passer le fait qu'on l'utilise aussi en matière de marketing, etc. Bien Là, on a évidemment. créé un podcast. Bon, évidemment, mais ça, je pense que tout le monde connaît, donc c'est moins intéressant. Enfin, tout le monde connaît, entre guillemets. J'ai un outil, une boîte dans laquelle je viens d'investir qui s'appelle Capitol. J'en ai parlé dans la communauté Youmento qui est à un niveau en termes de, tu vois, t'as ChatGPT, Claude, et puis t'as Capitol.io. Ah ouais. Ah ouais, il est démentiel, mais on en parlera après, et Mais, puis je en parlerai sur ma chaîne. ok. Voilà.
Mais d'accord, parce que c'est vrai que excellentissime. moi j'ai l'impression que par rapport à ChatGPT, enfin on a déjà quand même un truc qui est assez hallucinant. Mais bon, donc en termes d'IA et notamment dans le juridique, comment on peut s'en servir? On peut s'en servir déjà. Bah, tu arrives dans un rendez-vous, tu as le client qui a envoyé un mail très rapidement, etc. Et parfois tu te dis, bah là je l'ai fait par exemple récemment. Quels sont donc je dois mettre en place un contrat assez complexe SaaS dans l'informatique, etc. Euh, euh, je dois demander au client un certain nombre d'informations. Est-ce que tu peux me dresser la liste des informations? Et là, en fait, tout simplement, ça va te rappeler des choses qu'on connaît déjà, puisqu'on intervient régulièrement pour ce type de client, mais juste ça va le permettre de le formaliser beaucoup plus vite. Et puis, il va y avoir, toi, tu n'as pas forcément l'ensemble de ta checklist qui est déjà faite. Là, du coup, bah, tu peux faire beaucoup plus rapidement la demande des éléments à te transmettre au client. Ça te permet d'avancer juste beaucoup plus vite en étant beaucoup plus carré et précis très rapidement dès le premier mail d'envoi de ce que tu vas devoir, de la liste des éléments que tu vas avoir. Autre point, tu peux l'utiliser aussi. Tu as déjà fait tes conclusions. Hein. Les conclusions, c'est toutes les écritures qu'on remet au tribunal avant d'aller plaider. Et là, tu vas dire, la veille de la plaidoirie, tiens, j'ai besoin que tu me dises les points sur lesquels je vais devoir insister pour plaider. Et juste, du coup, tu ressors ça. Et évidemment, c'est une première aide, c'est pas ce que tu vas faire exactement, mais au moins, ça te permet d'avancer, de travailler plus vite, quoi, en fait. Pareillement, il m'est déjà arrivé de devoir sortir très rapidement quelque chose, par exemple un protocole transactionnel, parce que parfois on doit justement faire un accord amiable très rapide. Là, j'avais du coup les différents échanges de positions, de courriers, j'ai le modèle, tac, tac, j'injecte tout. Et évidemment en anonymisant, hein, bien sûr. Et ensuite, tu ressors le truc très rapidement. Évidemment, là, tu retouches, tu refais. Voilà. Pareillement, quand on rédige des contrats, nous, on sait parfois très bien le type de clause un peu spécifique qu'on aimerait avoir, mais du coup, ça peut prendre un peu de temps de rédiger certaines clauses. Et donc là, du coup, on va bien prompter en disant, je veux une clause avec un prêt qui permet d'avoir un intérêt à tant de pourcents et une clause pénale avec une pénalité de retard, etc. Et du coup, là, il va te scripter un truc et très rapidement, tu vas avoir quelque chose qui est une bonne première version que tu vas pouvoir retoucher. Voilà comment aujourd'hui on utilise l'IA, sans compter aussi tous les outils qu'on a au cabinet, qui sont des outils de recherche juridique, évidemment, qui travaillent avec l'IA, mais là, on est plus nécessairement sur de l'IA générative. Ok, ok. Merci pour ce partage. Et d'ailleurs, vous utilisez principalement ChatGPT du coup? Ouais, alors on a ChatGPT et puis on a aussi un outil avec notre logiciel de gestion de cabinet qui s'appelle Tony et c'est D'accord. sur Jarvis. Enfin bon, voilà. Et en Ok. fait, c'est connecté à ChatGPT, mais ça te dit que ça anonymise plus les Les choses. données. D'accord. Mais finalement, je trouve, ils te disent c'est entraîné aussi au juridique. Hmm. Je trouve finalement qu'on a souvent des résultats mieux avec ChatGPT qu'avec cet outil-là. Et Il y a essaye un truc pour Claude. lequel Pardon, Claude, ouais, 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 bah, Claude. ouais, bien sûr, moi Claude.ai, j'en ai vraiment, pas mal entendu parler. ouais. Je sais que la personne, un peu notre bras droit dans InfoLawyers, utilise pas mal Claude pour rédiger les mails. Et voilà, il y a un truc pour lequel, par contre, je trouve que c'est pas très performant, c'est pour la recherche juridique pure. C'est-à-dire que Hmm. là, pour le coup, il peut vraiment faire des hallucinations, il peut t'inventer des textes de loi, il peut t'inventer de la jurisprudence. Donc, c'est pas un outil de recherche, c'est plus un outil de synthèse, enfin, on apprend beaucoup de choses. Voilà, encore une fois, quand je te dis pose-moi la liste des questions, je dois faire une opération de tel type, qu'est-ce que je dois demander à mon client le plus rapidement possible qu'il me transmette pour pouvoir la faire, quoi, en fait, par exemple. Très bien. Donc, vous considérez-vous aujourd'hui plus cette technologie comme une opportunité d'augmenter? Alors moi, j'ai tendance à te dire qu'on va vers un monde de 80% machine, 20% humain. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue? Ouais, ouais, je suis totalement en phase avec ce point de vue. Après, je pense que ça va permettre de faire des gains de
productivité. La question aussi, c'est est-ce qu'il y aura toujours de l'emploi pour tout le monde? En même temps, les choses vont toujours de plus en plus vite, etc. Bon, voilà, c'est vrai que et effectivement, on peut tous avoir cette anxiété, même si aujourd'hui, elle est quand même loin, mais de savoir si à un moment donné, tout se fera pas sans nous, quoi. C'est sûr. De toute manière, là, c'est Sam Altman qui a dit que dans 1000 jours arriverait la GI, donc la super intelligence. Et bon, je D'accord. pense que personne n'est prêt à vraiment anticiper ce qui va se passer, mais je crois en notre capacité en tant qu'entrepreneur d'adaptation, d'adaptabilité. Je pense que d'avoir cette culture de l'entrepreneuriat sera un avantage indéniable par rapport aux changements rapides là qui sont en train de s'opérer dans le monde d'une manière générale. Complètement. Et puis il y aura toujours ce côté humain. Ouais. Encore une fois, les spécialités. On disait l'IA, c'est bien, mais si on comprend pas réellement les réponses, on sera toujours meilleur à l'utiliser quand on est un spécialiste du métier en question, quoi. En fait. Je suis d'accord. Je pense que de toute manière, l'humain reste un besoin. On est des animaux sociaux, on a besoin d'interaction avec nos congénères. Et voilà, des humains augmentés avec l'IA, plus rapide, plus efficient, mais garder quand même pour beaucoup de sujets une interaction humaine. Je propose du coup de clôturer sur ces bons mots autour de l'IA et ce message d'espoir, en quelque sorte. Est-ce que toi tu aurais... Heureusement, attends, on n'en a pas parlé, mais heureusement, il y a une réglementation, l'IA Act, qui permet de ne pas faire totalement n'importe quoi et qui pose un cadre malgré tout. Alors, je sais que les entrepreneurs ne l'aiment pas trop. Moi, j'aime bien parce que je sais que derrière, en fait, le principe de l'IA Act, et on a raconté n'importe quoi dessus parce qu'il y a Google, etc., qui font du gros lobbying, mais C'est beaucoup de choses qui intéressant sont comme point de fausses. vue, tu vois, ça j'avais pas du tout le même que toi. Ouais, Ok. d'accord, d'accord. Attends. Apple et Google, ils racontent un peu n'importe quoi. Par exemple, Apple raconte que on peut pas sortir l'iPhone 16 à cause de l'IA-Act, alors que c'est pas du tout un sujet d'IA-Act, mais c'est un sujet de non-concurrence parce qu'ils sont en abus de position dominante et ils veulent pas faire de l'interopérabilité de leurs données. Voilà, c'est quand même Amusant. c'est c'est quand même amusant de comprendre ça. En fait, l'IA-Act pour moi est plutôt une réglementation intéressante qui a une approche par le risque et qui te dit juste que les IA extrêmement qui posent des vrais problèmes anthropologiques et qui posent des problèmes d'humains quasi philosophiques et anthropologiques sont interdites, quoi. Genre faire de la notation sociale des individus, etc., comme on peut faire en Chine, quoi. Très bien. Bah écoute, est-ce que tu as on peut soit finir là-dessus, soit tout simplement si tu as un dernier mot, une dernière chose que toi tu souhaiterais transmettre. Écoute, moi j'ai tendance à dire passez à l'action, ayez des bonnes personnes autour de vous, voilà, qui sont Fondamental. des personnes qui vous aident, mais entreprenez. Voilà, l'entrepreneuriat c'est une source de développement personnel et professionnel majeur. En fait, moi, j'habite Paris aujourd'hui et je vois pas mal dans les classes de mes enfants, etc., des personnes qui sont salariées. Et je me dis, mais enfin, parfois on parle de l'esclavage. Moi, j'ai l'impression de passer beaucoup plus de temps à faire ce que j'aime, à être avec mes enfants. Et je sais qu'on partage aussi ça, Cédric. Et d'ailleurs, je sais, enfin, on le cuttera si nécessaire, mais moi j'avais trouvé ça génial. Tu étais venu avec ta fille là au Ouais, dernier. Maintenant, c'est plus le congrès des infopreneurs, c'est le Game Changer à Game Changer. à Barcelone, pardon. À À Barcelone, Barcelone. tout à fait. Et moi, ouais, c'est un truc que j'adore. Et d'ailleurs, Tu sais je que te dis, Cédric, ouais. tu sais que de ce sujet est née une super idée. Là, t'étais pas au Web2 Connect, mais en fait, on a créé ça d'ailleurs avec quelqu'un qui était à Game Changer aussi. C'est qu'on va créer un business, ça s'appelait Family Business. En gros, on va créer une sorte de mastermind pour les enfants et les parents, où on va apprendre de business aux enfants. Ils vont l'apprendre entre eux. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a vraiment un truc top à faire à ce niveau-là. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, j'en ai ras-le-bol de partir dans des masterminds où je dois laisser ma famille de côté, etc. Moi, je vais dans des beaux hôtels pendant qu'eux, ils restent à Paris. Et tout simplement parce que j'aimerais beaucoup plus transmettre aussi ce que je fais et que, évidemment, c'est pas forcément simple à comprendre quand on a 8 ans ou 5 ans. Donc voilà. Ah, c'est une Mais bon, idée. tout Alors, ça pour...
Je rebondis là-dessus, c'est hyper important parce que c'est une idée, je trouve, fabuleuse. Et alors, je sais que tu vas en voilà. faire partie. Complètement, complètement. Et écoute, dans la même lignée, justement, tu vois, avec plusieurs amis entrepreneurs avec lesquels on était dans le mastermind Ikigai de Ous et Alec, on s'est dit, ouais, ok, on est là, c'est génial, on s'éclate, mais nos familles, elles sont pas là, elles nous manquent, on a envie d'avoir nos enfants, on a envie de partager tout ça, on a envie que nos épouses ou conjoints puissent interagir entre nous. Exactement. Et du coup, là, écoute, fin mai, on s'est organisé, on s'est pris 4 jours dans une magnifique domaine qu'on loue entièrement dans le sud de l'Italie, et on va y venir avec D'accord. nos familles, nos enfants, pour faire exactement ce que tu as Excellent. évoqué. Donc il y a un vrai besoin là. Et est-ce que dans ce cadre-là, vous allez aussi mettre finalement, nous ce qu'on veut faire, c'est aussi cultiver l'entrepreneuriat chez les enfants, par exemple leur faire jouer au Monopoly, tu leur donnes à un moment donné des défis où tu leur donnes un billet de 10 euros, ils doivent en générer pour avoir un projet ensemble où ils doivent en générer 1000, voilà, enfin et donc et vraiment pour cultiver aussi ça dans la transmission. C'est-à-dire que nous, on s'enrichit et eux aussi, parce que effectivement, l'école, en général, il y a beaucoup de bashing sur l'école. Moi, je trouve que l'école, c'est très bien, j'adore l'école, voilà. Mais c'est vrai que ça n'apprend pas beaucoup le business, quoi. Et donc, du coup, ça, ce serait vraiment aussi un vecteur Ah bah alors d'apprentissage et de effectivement, transmission. on ne l'a pas prévu et c'est une excellente idée. D'ailleurs, moi, je m'inspire du livre de mon ami Rémi que tu connais très bien, à enseigner l'argent à vos enfants, ou une des choses qui D'ailleurs, conseille, faut que je c'est de l'achète ce donner, livre, hein, tu ouais, vraiment, je te le conseille et j'applique moi Ouais, complètement. les exercices qu'il donne, notamment dernièrement là on digresse par rapport à notre sujet, mais je pense qu'il y a des tas de gens qui seront intéressés par ce qu'on dit à ce niveau-là. Complètement. Et typiquement là pour l'anniversaire des 7 ans de ma fille, j'ai fait des trucs expliqués Rémi dans son bouquin. Je lui donnais un budget pour faire les Mmh. achats pour son anniversaire, avec dire voilà, tu gères ton budget, tu fais tes achats, tu connais les contraintes et tu fais le truc toute seule quoi. Donc bien sûr je l'ai accompagné pour l'aider à faire les courses Excellent. et en lui disant ce qui reste à la fin, tu le gardes pour toi. Donc c'était très intéressant de voir qu'à la fin elle s'était débrouillée pour garder la moitié. mais mais en tout On cas sent qu'elle a un bon mindset d'investisseuse, hein. On écoute, sait ce qu'elle tient. je fais fructifier son argent pour elle, elle investit dans le Bitcoin, tu vois, donc je lui fais suivre des graphiques, etc. Mais complètement preneur de ce genre d'expérience et de transfert. Je pense que c'est une vraie chance, donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ce projet. Éminemment intéressé, je ne doute pas. Dites-le nous en commentaire si vous êtes intéressé par ça. Manifestez-vous. Carrément. Voilà, et puis bon, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Henri. Si vous voulez retrouver encore une fois le profil LinkedIn de Henri, vous avez le lien en description, en commentaire épinglé, le lien vers un followers si vous voulez partir dans votre business en ligne ou mettre au carré votre business en ligne d'un point de vue juridique. Vous avez tous les éléments qui sont nécessaires dans celui-ci. Et puis si vous voulez bien sûr travailler avec Henri, son équipe sur des problématiques d'infopreneuriat, de digital, d'entrepreneuriat, autour de la crypto aussi, vous l'avez entendu, sur du droit immobilier, vous pouvez bien évidemment les contacter. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce bel épisode de ce podcast. On peut dire que c'est un podcast interview, voilà, on l'appelle comme on veut. Voilà, cette belle vidéo, je suis très heureux de t'avoir reçu sur ma chaîne Henri. Merci d'avoir pris. Pareillement, grand plaisir. Et puis écoutez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.